L'argent n'est plus ce qu'il était, pas dans sa forme, pas dans son rôle, et surtout pas dans ce qu'il représente vraiment aujourd'hui. Pourtant, on continue de l'utiliser comme si rien n'avait changé. Dans cette vidéo, on va voir ce qu'est devenu l'argent, pourquoi il fonctionne différemment et ce que ça implique concrètement pour ta vie. Pendant longtemps, l'argent était simple, un objet physique, rare, difficile à produire. L'or, l'argent métal, puis les billets étaient liés à quelque chose de réel. Quand tu avais de l'argent, tu possédais une valeur tangible. Le système était imparfait, mais compréhensible. Aujourd'hui, ce lien a disparu. Aujourd'hui, la majorité de l'argent n'existe pas physiquement. Ce sont des chiffres, des écritures, des promesses. L'argent est créé par la dette. Quand un prêt est accordé, de l'argent apparaît. Il n'est pas pris quelque part. Il est créé. Et plus il y a de dettes, plus il y a d'argent en circulation. Quand plus d'argent circule, chaque unité vaut moins. C'est l'inflation. Ton compte augmente peut-être, mais ton pouvoir d'achat diminue. Tu travailles plus, tu gagnes plus, mais tu avances moins. Et ce phénomène est lent, silencieux, presque invisible. C'est pour ça qu'il est si dangereux. Le plus grand piège n'est pas économique, il est psychologique. On nous a appris à économiser, pas à comprendre, à faire confiance au système, pas à l'analyser. Résultat, beaucoup de gens respectent toutes les règles dans un jeu dont ils ne connaissent pas les mécanismes. L'argent n'est ni bon ni mauvais, mais il a changé. Continuer à le traiter comme il y a 30 ou 40 ans est une erreur coûteuse. Comprendre le système ne rend pas riche, mais ne pas le comprendre rend dépendant. La vraie sécurité aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu possèdes, c'est ce que tu comprends. Qu'est-ce qui donne de la valeur à un simple billet de papier ou à des chiffres sur un écran? Cette question, simple en apparence, cache en réalité une fascinante psychologie collective. La valeur de l'argent n'est pas intrinsèque. Elle repose sur notre confiance partagée dans le fait qu'il sera accepté par d'autres en échange de biens et de services. C'est un contrat social invisible, une convention que nous honorons chaque jour. Pensez-y, vous travaillez des heures pour obtenir de l'argent, non pas pour l'argent lui-même, mais pour ce qu'il peut vous procurer. Cette confiance est le pilier de tout notre système économique. Sans elle, même l'or ne serait qu'un métal brillant. Comprendre cette base psychologique est la première étape pour déchiffrer le langage complexe de la finance et de l'économie. Pour bien comprendre où nous en sommes, il faut revenir en arrière, bien avant les banques et les cartes de crédit. Au tout début, il y avait le troc, l'échange direct. J'ai des pommes, vous avez du poisson, on échange. Simple mais terriblement inefficace. Que faire si je ne veux pas de votre poisson? Comment échanger une demi-vache? Face à ces limites, l'humanité a innové. Les premières monnaies sont apparues. Des coquillages, du sel, des grains. Ces objets avaient une valeur d'usage ou une rareté reconnue, ce qui les rendait plus pratiques que le troc. Puis vinrent les métaux précieux, comme l'or et l'argent. Leur durabilité, leur divisibilité et leur rareté en ont fait des monnaies idéales pendant des millénaires. L'étalon or, système où chaque billet de banque était convertible en une quantité fixe d'or, représentait l'apogée de cette ère. Il offrait une stabilité, une encre tangible à la valeur de la monnaie, limitant la capacité des gouvernements à en créer à volonté. Mais ce système rigide a aussi montré ses limites lors des grandes crises économiques, menant à son abandon progressif au XXe siècle. Nous voilà donc dans l'ère de la monnaie fiduciaire, l'argent qui n'est adossé à rien de physique, si ce n'est la confiance. Mais qui crée cet argent? Contrairement à une idée reçue, ce ne sont pas principalement les banques centrales qui impriment des billets. La grande majorité de l'argent est créée par les banques commerciales, comme la vôtre. Comment? Par le mécanisme des prêts. Lorsque vous empruntez pour acheter une maison, la banque ne puise pas dans les dépôts existants. Elle crée une nouvelle ligne de crédit sur votre compte de l'argent qui n'existait pas une seconde avant. Votre promesse de remboursement devient un actif pour la banque. Ce système de réserve fractionnaire permet aux banques de prêter bien plus d'argent qu'elles n'en ont en réserve. C'est un puissant moteur de croissance économique, car il finance l'investissement et la consommation. Mais c'est aussi un système qui repose entièrement sur la capacité des emprunteurs à rembourser, sur la confiance générale dans la solidité des banques. Cette création monétaire quasi continue a une conséquence directe que nous ressentons tous, l'inflation. L'inflation,
c'est l'érosion lente et silencieuse de votre pouvoir d'achat. Le café qui coûtait 1 euro il y a 10 ans en coûte peut-être 2 aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que lorsque la quantité d'argent en circulation augmente plus vite que la production de biens et de services, chaque unité de monnaie perd un peu de sa valeur. À court terme, une inflation faible est souvent considérée comme saine pour l'économie. Mais à long terme, ces effets peuvent être dévastateurs. Elle pénalise les épargnants, ceux qui gardent leur argent à la banque, car les intérêts qu'ils reçoivent sont souvent inférieurs à l'inflation réelle. Elle avantage les endettés, car ils remboursent leurs prêts avec une monnaie qui vaut moins. Plus grave encore, elle creuse les inégalités, car ceux qui possèdent des actifs comme l'immobilier ou les actions voient leur valeur augmenter avec l'inflation, tandis que ceux qui dépendent d'un salaire voient leur pouvoir d'achat stagner ou diminuer. Alors, comment faire pour ne pas être une victime passive de ce système ? Il ne s'agit pas de le rejeter en bloc, mais d'apprendre à jouer avec ses règles. La première étape est de changer de mentalité. L'argent n'est pas fait pour être simplement gardé, mais pour être mis au travail. L'épargne de précaution sur un livret est essentielle, mais au-delà de ça, il faut penser à l'investissement. Investir, ce n'est pas réservé à une élite. Cela peut commencer par des petites sommes dans des produits de financiers diversifiés, comme des fonds indiciels, qui permettent de posséder une petite part de centaines d'entreprises. Pensez aussi aux actifs tangibles, comme l'immobilier, si votre situation le permet. L'objectif n'est pas de devenir riche rapidement, mais de protéger la valeur de votre travail contre l'érosion de l'inflation. Éduquez-vous, lisez des livres, suivez des sources fiables. Votre avenir financier dépend de votre capacité à comprendre ce jeu et à y participer activement. Finalement, toute cette histoire de l'argent nous amène à une question plus philosophique. Qu'est-ce que la souveraineté financière ? Ce n'est pas seulement avoir beaucoup d'argent, c'est comprendre le système dans lequel nous vivons pour ne plus le subir. C'est avoir la connaissance et les outils pour prendre des décisions éclairées qui protègent peut-être votre avenir et celui de votre famille. C'est passer du statut de simple utilisateur du système à celui d'acteur conscient. Cette quête de souveraineté financière est un voyage éducatif, une démarche proactive pour reprendre le contrôle. En comprenant d'où vient l'argent, comment il est créé et comment il perd de sa valeur, vous gagnez en pouvoir et en liberté. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce voyage à travers l'histoire et les mécanismes de l'argent vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations. À très bientôt.